Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Que fait la police ? C'est le titre du livre récemment publié par Paul Rocher, notre invité d'aujourd'hui. Bonjour Paul Rocher. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est la deuxième fois que vous êtes là et il y a de bonnes raisons pour ça. Que fait la police ? On a quelques éléments de réponse comme ça qui viennent quand on est français, qu'on a vécu en France ces dernières années. On a le sentiment, me semble-t-il, si on regarde un petit peu la décennie qui vient de s'écouler, qu'il y a eu une montée des violences policières très forte, en particulièrement en manifestation contre des populations qui n'étaient pas confrontées jusque-là à ce type de violence, notamment avec la répression de la loi travail. Que fait la police ? Donc la première réponse, ce serait de dire qu'elle terrorise les gens qui veulent manifester. Ces blessures très nombreuses, ces très nombreuses mutilations même. On pourrait le dire des mutilations pour l'exemple, c'est assumé par la hiérarchie policière. Il y avait eu une enquête du Monde qui montrait pendant la répression des Gilets jaunes qu'on demandait, les hiérarchies demandaient de cogner, d'aller dur sur les manifestants pour qu'ils ne reviennent pas, donc avec un objectif politique. Et puis, depuis, je dirais, alors là, quelques mois seulement, on a le sentiment, quand on suit l'actualité, que ce que fait la police, c'est aussi de plus en plus tuer directement sous prétexte de refus d'obtempérer, puisqu'il y a un phénomène vraiment nouveau, là, en France, ces tirs, donc, parfois mortels, sur des gens qui sont dans des voitures qui ne se sont pas arrêtés au moment où on leur a demandé. Voilà, les deux premières réponses, ce serait celle-là, même si, et vous partez de là, la réponse du sens commun sur que fait la police, et c'est ce qui fait sa légitimité, ça serait qu'elle nous protège. C'est pas votre point de vue ? Mon point de vue est effectivement légèrement décalé. Dans le livre, ce que j'ai entrepris précisément, c'est d'aller un peu au fond de ce que c'est la police, donc pas seulement de ce qu'elle fait, mais à partir de ce qu'elle fait, savoir ce qu'elle est. Et donc, à partir de là, il s'avère, quand on creuse un petit peu, il s'avère qu'il y a un certain nombre de mythes qui entourent la police. Donc il y a une sorte d'ensemble d'idées reçues sur ce que c'est la police. Par exemple, on entend très souvent que la police manque de moyens. On entend très très régulièrement que la police court derrière les voyous. C'est typiquement une citation du ministre de l'Intérieur. Donc cette idée que la police protège la population. Et en réalité, quand on regarde la recherche, ce n'est pas du tout le cas. Il s'agit d'un mythe. Donc je suis allé au fond du mythe policier pour montrer en quelque sorte que les attitudes collectives qu'on a sur la police sont largement fausses. Et donc le livre montre en quelque sorte ce qu'elle fait réellement et ce qu'elle est réellement. Et cette idée que la police nous protège, évidemment, elle est au fondement du consentement généralisé à son action. Ceci dit, les spécialistes soulignent souvent que ce sont ceux qui sont le moins confrontés directement à la police qui ont le plus confiance en elle. C'est une donnée qui est juste, mais en réalité, ça va même au-delà des populations qui sont moins concernées. Je parle effectivement de cette idée d'une attitude collective par défaut, selon laquelle les citoyens, les citoyennes font plutôt confiance à la police parce que l'existence de la police suggère une protection. Et alors, quand on regarde un peu de plus près, il s'avère que ce n'est pas du tout le cas. Il y a une série d'études qui montrent, par exemple, qu'il n'y a pas de lien entre la présence policière et l'évolution de la délinquance. Donc il y a là un fait majeur auquel est associé un autre constat qui est que les stratégies policières n'ont peu ou pas d'impact sur l'évolution de la criminalité. Donc partant de là, évidemment, on s'interroge sur s'ils ne courent pas derrière les voyous, qu'est-ce qu'ils font ? Et quand on regarde ce qu'ils font, plusieurs constats s'imposent. Alors, le premier constat, c'est celui de l'existence d'un racisme institutionnalisé. La police va plutôt contrôler certains publics, notamment des hommes noirs ou arabes. La police va aussi, dans une large mesure, faire preuve de sexisme institutionnel. Là aussi, on a une série de données qui montrent typiquement que les policiers sont 4 fois plus violents vis-à-vis de leurs femmes ou de leurs enfants que la population générale. Et à nouveau, l'explication de ce fait réside dans l'institution policière elle-même, puisqu'elle attire des profils autoritaires et qu'en plus, les policiers,
comme le dit une chercheuse américaine, sont des agresseurs habiles. Ils savent détourner leurs ressources professionnelles pour se protéger. Donc ils vont dire, non mais de toute façon, ta plainte, elle va atterrir sur mon bureau, le chef me protège, ou alors des collègues qui disent, non mais vous n'allez pas lui briser la carrière. Donc voilà, un peu un aperçu de ce que fait la police. Là-dessus, si je puis me permettre, il y a un point que vous évoquiez pas à l'instant, mais que les chercheurs ont souligné, c'est pas seulement que la police attire des profils psychologiques, disons, brutaux, violents, c'est aussi que, comme l'a dit, je crois, Didier Fassin, si on n'est pas d'extrême droite quand on rentre dans la police, et en général on ne l'est pas, on le devient une fois qu'on y est. C'est-à-dire qu'il y a une logique interne de l'institution qui transforme les individus. Ce qui renvoie à votre réflexion générale de fonction structurelle, disons, que fait la police structurellement, profondément, relativement à l'ordre politique. Ce qu'on entend régulièrement dans le débat public, c'est que si jamais il y a des violences ou des déviances policières, ce seraient des brebis galeuses, des individus isolés. Sauf que quand on creuse un petit peu, on tombe justement sur la question de l'institutionnalisation des déviances. Et qu'est-ce que ça veut dire une déviance institutionnalisée, un racisme institutionnel ? Ça veut dire simplement que les policiers, quand ils commencent leur carrière, quand ils commencent la formation, quand ils se trouvent dans l'institution, ils s'imprègnent de la vision que l'institution leur transmet du travail normal de policier. Et donc, c'est en quelque sorte des déviances qui ne sont pas nécessairement intentionnelles, mais les policiers ont l'impression que pour être bon policier, il faut se comporter de telle ou de telle sorte. Donc ce n'est pas nécessairement intentionnel, mais c'est la réalité. On contrôle plus souvent certains publics que d'autres. Et donc, évidemment, la réponse ou la solution face à ce problème ne peut pas être la formation, puisque l'institution qui donne ces formations elle-même pose problème. Donc c'est un des arguments que je mets très fortement en avant dans Que fait la police, c'est que c'est l'institution en tant que telle qui est le problème. Et alors quand les gens de LFI, puisque ce sont les seuls à peu près au sein de la classe politique qui considèrent qu'il y a des violences policières et qu'elles sont un énorme problème, cette manifestation qui avait été organisée par les syndicats de police pour demander en gros le droit à l'impunité totale, il y avait tous les représentants politiques sauf LFI, et LFI ont dit il faut réformer la police de la cave au grenier. Une fois reconnu cet énorme problème politique qu'est la police en France, qui est devenue la police politique en France. Pour vous, donc, c'est pas quelque chose de réellement valable, cette approche-là ? Alors, partons des constats, partons des faits. Un premier fait, c'est qu'il y a une emprise policière totalement inédite sur la société française. Alors comment le démontrer ? Tout simplement en allant chercher les chiffres sur le financement de la police. Donc les dépenses publiques que l'État dédie aux services de police depuis 30 ans sont en augmentation continue, plus 35%, et par conséquent, la part des dépenses publiques dédiées à la police a très fortement augmenté. Alors qu'elle baisse dans tous les autres services publics, en gros. C'est un peu la particularité de la police, c'est qu'elle est largement épargnée de l'austérité. Et il y a un profond de cause à effet peut-être entre ces deux tendances divergentes. Alors, il y a un autre constat qui est intéressant, c'est donc on a une emprise policière totalement inédite. Ensuite, on a un deuxième élément qui est qu'en France, la délinquance, elle stagne, voire elle baisse. Alors certains pourraient dire, non mais c'est parce qu'on a plus de policiers qu'il y a moins de délinquance. Sauf que corrélation n'est pas causalité. Et en l'occurrence, on sait très bien, et les études le démontrent, qu'il n'y a pas de lien entre présence policière et déviance. Donc, que fait cette police qui a été l'enfant chéri des gouvernements successifs ? Qu'est-ce qu'elle fait maintenant qu'elle est beaucoup plus nombreuse ? En réalité, elle participe à la réorganisation autoritaire de la vie quotidienne. Donc, les rencontres avec les policiers sont beaucoup plus fréquentes pour la population et surtout pour certains types de la population. Et donc aussi, le risque d'intervention violente par la police est beaucoup plus important. On peut faire l'hypothèse que finalement, s'il y a de plus en plus de policiers, c'est qu'il y a de plus en plus de nécessité d'imposer par la force ou par la dissuasion, par exemple à l'égard des manifestants, des politiques publiques qui dégradent radicalement les services publics et donc les conditions de vie. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, cette explosion des dépenses pour la police depuis plusieurs décennies, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est effectivement un choix très conscient de la part des gouvernements qui ont aussi en commun
au-delà des couleurs spécifiques des uns et des autres, de mener des politiques d'austérité, de réduire le service public, de réduire aussi les droits des travailleurs. En tout cas, on a des politiques néolibérales classiques de redistribution des richesses à l'envers. Et évidemment, la population est de moins en moins encline à consentir à un tel ordre. Donc là, la présence policière, elle est indispensable. Et alors, est-ce que cette police-là, qui est maintenant a beaucoup plus de pouvoir aussi parce qu'elle est en quelque sorte beaucoup mieux dotée, beaucoup plus nombreuse, est-ce que cette police-là, on peut la réformer ? La question, elle est intéressante, mais encore faut-il savoir ce qu'on souhaite exactement réformer. Est-ce que réformer, ça veut dire donner des formations plus longues aux policiers ? On pourrait dire qu'en réalité, les policiers ont un niveau d'éducation beaucoup plus élevé aujourd'hui que dans le passé. Et que par ailleurs, pas besoin d'une formation particulièrement poussée pour savoir qu'il ne faut pas employer la violence contre des civils, qu'il ne faut pas discriminer. Donc ce n'est pas vraiment une question de formation, hein, il me semble. En même temps, ils sont encadrés manifestement aujourd'hui de telle sorte que la violence systématique, quelqu'un vous contredit, hop, vous prenez votre bombe de gaz poivre et vous lui mettez dans la figure, c'est le réflexe qui manifestement leur est inculqué, en tout cas c'est ce qu'on les voit faire. Donc là, il y a quand même peut-être pas tant une question de formation qu'une question tout simplement de techniques qui sont enseignées à ceux qui doivent agir. Je pense, juste pour terminer, je pense aussi à cette démarche qui avait été celle de Pierre Joxe quand la gauche était arrivée au pouvoir en 1981, donc après plus de 20 années de pouvoir de la droite. Il y avait déjà, puisqu'il y avait un problème de violence policière déjà, l'idée que la gauche allait essayer de réformer le comportement de la police, ce qui a été le cas dans une certaine mesure. En tout cas, on a vu qu'ensuite, en 86, quand la droite est revenue et que les ministres ont dit « on vous couvre », ça a fait augmenter les violences policières. Pierre Joxe avait fait afficher dans les commissariats, ça avait été une des mesures qu'il avait imposées, la déclaration des droits de l'homme. Bon, c'était une mesure entre autres, mais c'était emblématique, disons, d'un état d'esprit. Est-ce qu'on peut imaginer que reprendre la police en main, la réformer de la cave au grenier, ça passerait aussi par ce type d'esprit aujourd'hui ? Alors, sans doute que cette dimension, elle est bien réelle, mais encore, faut-il comprendre ce que fait l'institution. Et quand l'institution transmet au quotidien à ses agents comment se comporter et que ce comportement est en partie un comportement discriminant. Quand au sein de la police, on se transmet l'idée que les policiers vivraient dans une citadelle assiégée, ça a été employé aussi par des policiers récemment, cette expression, on peut se demander, assiégés par qui ? Et là, il s'agit de la population. Et donc, quand les policiers se voient eux-mêmes comme assiégés, comme menacés, typiquement, ils sont beaucoup plus enclins aussi à recourir à la violence. Et donc, c'est l'institution en tant que telle qui transmet toute une série de comportements agressifs, discriminants. Et il me semble qu'une déclaration des droits de l'homme affichée sur le mur de chaque commissariat est relativement impuissante vis-à-vis de ces pratiques qui sont profondément ancrées et qui sont présentes dans les esprits des policiers. Et à cela s'ajoute évidemment aussi une agitation d'extrême droite qui peut prospérer précisément, non pas parce que ces militants d'extrême droite seraient particulièrement doués, mais parce que le terrain est déjà particulièrement fécond pour eux. Quand on est dans une institution qui pratique les discriminations, évidemment, les idées d'extrême droite peuvent prospérer. On sait effectivement de toutes les études du monde que, sans ambiguïté aucune, les policiers et les gendarmes votent très majoritairement pour l'extrême droite à toutes les élections. Il y a la place des syndicats de police dans cette affaire, qui semble-t-il est tout à fait fondamentale, puisqu'ils sont en mesure aujourd'hui d'imposer ce type d'esprit, disons, et de le perpétuer, mais de l'imposer aux supérieurs, pas tant à la hiérarchie d'ailleurs qu'aux ministres eux-mêmes. Alors effectivement, il s'agit d'organisations assez puissantes. Je ne sais pas si c'est de vrais syndicats, parce que ce qu'on entend de leur activité, généralement, ce ne sont pas tant les revendications autour des salaires, qui sont en tout cas qui ne sont pas portées dans le débat public, mais c'est plutôt l'élargissement de la marge de manœuvre du recours à la violence pour les policiers. Ce qui, évidemment, se fait au détriment immédiat de la population qui, elle, n'est pas plus
plus criminels. Et les statistiques, effectivement, sur le recours, par exemple, aux armes conventionnelles sont très claires. Depuis 2017, on a près de 1 tir par jour en France, alors qu'auparavant, c'était quand même nettement moins. C'est une augmentation tout à fait remarquable. Oui. Donc là, effectivement, la violence atteint un autre degré. Mais encore est-il que ces syndicats de police, donc ils ne courent pas en réalité contre, ou ils ne militent pas contre leur employeur, ils radicalisent en quelque sorte ces positions. Ils sont toujours un peu plus à l'avant-garde que l'État lui-même, qui ensuite essaie de rattraper par des lois. Mais encore faut-il bien comprendre que si ces syndicats réussissent très bien avec leurs revendications autoritaires, c'est parce que, à nouveau, c'est un peu comme pour l'extrême droite, l'institution en tant que telle est composée déjà d'individus qui, tout au long de leur carrière professionnelle, reçoivent l'idée que c'est par l'autorité qu'ils font intervenir et que d'ailleurs, on peut même commencer un peu plus tôt. Celles et ceux qui décident de devenir policiers, c'est pas un échantillon représentatif de la population. Ce sont des gens qui ont déjà, pour une majorité, un goût pour la violence, qui ensuite se renforcent au cours de la socialisation professionnelle. Donc, les syndicats peuvent se développer sur ce terreau-là. Mais on constate que les ministres de tutelle sont tout à fait soucieux de ne pas trop fâcher, de toujours préserver les syndicats, de faire droit au moins en partie à leurs revendications. Il n'y a jamais de remise en cause de leur part, de la part des ministres, des violences policières. Il y a même eu très longtemps et continue à y avoir un déni. En fait, on est allé jusqu'à évoquer la possibilité d'interdire de filmer, toujours avec le même objectif, disons de couvrir en quelque sorte. Pourquoi est-ce que les ministres, pourquoi est-ce que les gouvernements dénient le problème et vont dans le sens des syndicats de police ? Ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, effectivement, les gouvernements ont carrément nié l'existence de violences policières. Ensuite, ils ont dû rétropédaler un petit peu parce que, effectivement, les preuves étaient tellement nombreuses, les vidéos étaient tellement nombreuses qu'on ne pouvait plus le nier. Et à partir de là, l'État a pris une direction argumentative un peu différente. Il disait, non mais comme il y a du racisme dans la société, les policiers, ils sont un reflet de la société, ils ne seraient pas mieux ni pire. Sauf que, précisément, la recherche nous montre qu'ils sont plus racistes que le reste de la population. Et d'ailleurs, il n'est pas du tout satisfaisant, du point de vue de l'état de droit, de considérer que les policiers sont aussi racistes ou aussi violents que le reste de la population, parce qu'en fait, l'État, du moment où il se base sur l'idée d'égalité, de liberté, les policiers doivent être totalement en dehors de toute... Ils devraient être moins, voilà. Logiquement. Et ce n'est pas le cas. Donc là, il y a déjà un premier problème. Et ensuite, on peut remonter un peu aux racines de la police, à sa naissance, qui, non seulement coïncide, mais s'articule avec la naissance du capitalisme en France. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est donc dans la deuxième moitié du 19e siècle, à ce moment-là, la police est créée, la police moderne, et à ce moment-là, il n'y a pas non plus d'explosion de la déviance. Ce qu'il y a, le fait marquant de cette période en France, c'est la formation de la classe ouvrière, et c'est contre elle que la police a été créée. Et c'est dès les débuts de la police qu'il y a un débat sur les violences policières. Et c'est dès les débuts aussi qu'au sein des préfectures, on essaie de faire aimer la police par la population. Donc il y a aussi tout un effort de récit, de mise en récit, de communication qui est déployé dès le début. Donc finalement, ces observations historiques nous laissent plutôt penser que la vocation de la police, c'est pas tant d'être au service de la population que justement de la contrôler, de la mettre au pas, en tout cas de l'empêcher de dévier d'une voie politique et sociale qui est imposée et qui est difficile pour les perdants, en quelque sorte. Ce qui est crucial, c'est que le capitalisme, en quelque sorte, engendre toujours des perdants systématiques, qui sont évidemment les travailleurs. Donc, il est constamment menacé par sa propre progéniture, et c'est donc pour assurer un ordre inégalitaire que la police a été créée. Donc ça, c'est effectivement une constante du capitalisme. Alors ensuite, on a, selon les phases du capitalisme lui-même, on a des violences policières plus ou moins fortes, un peu moins fortes pendant la période fordiste, pendant les années, les 30 glorieuses, beaucoup plus maintenant dans la période néolibérale, mais le fondement violent de la police qui est toujours dirigé contre
la même partie, la majorité de la population, lui, il est bien réel. C'est bien illustré finalement par le changement d'objet des violences policières ou son évolution qui a marqué le développement du mouvement des Gilets jaunes. Parce que finalement les populations qui ont fourni les rangs des Gilets jaunes, c'était des populations qui n'étaient pas confrontées jusque-là, contrairement aux populations des banlieues issues de l'immigration, aux violences policières systémiques, et qui étaient plutôt, les études le montrent, pro-flics, pas du tout anti-flics, comme on dit. Et elles ont découvert dans leur chair, avec la répression de leur mouvement à elles, qui devenait dangereux pour l'ordre néolibéral, et qui était suscité par les évolutions néolibérales, ce mouvement-là, qui les précarisait, qui leur rendait la vie plus difficile, elles ont découvert, ces populations-là, que la police, elle était aussi là contre elles, au besoin. Effectivement, je pense que ça a été un moment de révélation brutale pour de nombreuses personnes, une révélation d'une réalité qui était déjà là, ils ne l'apercevaient pas. Mais étant donné que l'État moderne est en quelque sorte encastré dans le capitalisme, il est par son propre intérêt tenu à favoriser l'accumulation du capital. Ça concerne deux dimensions. D'une part, il n'y a pas de capitalisme sans encadrement, sans loi, sans protection de la propriété privée. C'est d'ailleurs même un penseur. Voilà, c'est même un penseur libéral comme Raymond Aron qui l'admet sans problème. Et puis il y a le deuxième aspect qui est que, en réalité, pour que l'État, en tant qu'institution, puisse exister, il faut bien qu'il ait des ressources qui viennent soit de l'impôt, soit de l'endettement, qui dépendent tous les deux donc des investissements, de l'accumulation continue. Donc si l'État aujourd'hui mène des politiques néolibérales, c'est pas principalement parce qu'il serait sous l'influence de lobbies, c'est en quelque sorte l'intérêt propre, l'intérêt de survie de l'État en tant que tel, qui le pousse à mener des politiques néolibérales et qui le rend totalement inconcevable pour lui de lâcher des petites miettes du grand gâteau à des richesses. Ces gilets jaunes qui venaient de milieux qui avaient plutôt des a priori positifs sur la police, ils ont dû être peut-être pour certains assez surpris que l'idéal de fraternisation auquel rêvent parfois les manifestants avec les forces de l'ordre, on pense souvent que c'est au moment où les forces de l'ordre se retournent finalement face à un mouvement politique que les choses basculent. Il n'a pas vraiment eu lieu, c'est moins qu'on puisse dire pour l'instant. Il y a des cas historiques quand même où il y a eu retournement de la police et fraternisation avec la population contre laquelle elle était dirigée au départ. Alors, l'expérience historique, elle est assez riche en renseignements, mais à nouveau, il est bon de partir de ce que c'est l'institution policière. Donc, elle est extrêmement soudée en interne, mais elle est aussi particulièrement étanche vis-à-vis de la société. Donc, la police, en quelque sorte, voilà, c'est une bulle, elle fait corps, elle a un esprit de corps particulièrement développé. Mais il y a quand même le spectre, effectivement, qui hante aussi parfois les gouvernements, de la fraternisation avec la population qui se révolte. Et en France, on a deux exemples historiques qui sont assez intéressants à cet égard-là. Le premier, c'est en 1907, une révolte des vignerons dans le sud du pays. C'est une période où, effectivement, l'État voyait la possibilité d'une fraternisation entre les policiers qui étaient censés encadrer cette révolte et les révoltés. Et donc, pendant cette révolte massive, a été inventée, par exemple, cette innovation selon laquelle le lieu de vie des policiers qui interviennent doit être différent du lieu d'intervention. Donc, en quelque sorte, on veut s'assurer qu'il y ait le moins de contact possible entre la population locale et les policiers. Ils ne vont pas se retrouver à devoir taper sur leurs copains dans les manifs, voilà. Quoi. Exactement, Ouais. pour en quelque sorte pour dépersonnaliser les relations et pour en quelque sorte rendre la répression plus efficace. C'est logique. Et puis il y a un deuxième moment assez intéressant, c'est la vague des grèves en 1947, à l'initiative notamment de la CGT. Et on est dans un contexte particulier, celui de l'après-guerre, celui de la résistance, où beaucoup de résistants évidemment étaient communistes et qui représentaient une menace pour l'ordre établi parce que des communistes armés, ça a l'air un peu dangereux. Et donc, une partie de ces communistes armés ont été intégrés dans les CRS, mais toujours regardés aussi avec une certaine méfiance par l'État. Et donc,
Quand une grève est annoncée en 1947, notamment dans le sud du pays, ça flippe un peu au sein du ministère de l'Intérieur. Et qu'est-ce que vont faire ces CRS prétendument communistes, parce qu'on ne le sait pas avec certitude pour une bonne partie d'entre eux. Et ce que décide l'État, c'est que même avant que la grève commence, il envoie les 2 compagnies qui étaient soupçonnées, il les envoie dans les Pyrénées et dissout les compagnies. Donc, il faut bien garder à l'esprit plusieurs choses là. L'État n'est pas sûr de la vision politique communiste de toutes les personnes dont la compagnie a été dissoute. Donc parfois, ça repose seulement sur des soupçons, même s'il y avait effectivement des communistes parmi ces personnes. Et ensuite, l'État n'a même pas pris le risque de laisser intervenir ces CRS. Il les a envoyés dans un premier temps totalement ailleurs, dans les Pyrénées, où il n'y a pas de mobilisation. Et ensuite, ces gens ont été désarmés et leurs compagnies ont été dissoutes. Donc, en quelque sorte, l'État est particulièrement vigilant sur ce point-là et étouffe dès le début toute possibilité de fraternisation. Et depuis, il n'y a pas eu de spectre de fraternisation. Donc voilà, ça semble être assez efficace. Donc étanchéité vis-à-vis de la population, c'est très important. Alors votre livre fait un état des lieux et une analyse systémique de l'emprise policière, de ses causes profondes, historiques et structurelles actuelles en relation avec l'état du capitalisme. Mais il évoque aussi, et c'est le sous-titre de ce livre que je n'ai pas mentionné, le titre c'est « Que fait la police ?», mais le sous-titre c'est « Et comment s'en passer ?» Et c'est donc que vous abordez justement la question d'un monde sans police, ou en tout cas sans la police telle qu'on la connaît nous aujourd'hui. Est-ce qu'une société peut s'imaginer donc sans cette structure-là, sans cette structure policière ? Pour répondre à cette question, juste un petit rappel sur ce que c'est la police. Donc c'est une institution publique distincte distincte de la société, composée de professionnels avec une formation, une spécialisation, et qui produit, à travers ces caractéristiques-là, toute une série de problèmes qui lui sont propres. Typiquement, si vous comptez faire carrière dans la police, mieux vaut ne pas ouvrir la bouche quand il y a des déviances. Donc on est incité à couvrir, par exemple. Puis, comme la police est distincte de la société, elle voit la population comme une menace potentielle, ce qui entraîne d'ailleurs un effet performatif. Quand on se sent menacé par quelqu'un, on est plus enclin à le confronter directement par la violence plutôt que par des méthodes non violentes. Donc, ces caractéristiques de l'institution policière qui sont directement liées à sa raison d'être dans le capitalisme, permettent en quelque sorte de penser un monde sans police, un monde où la gestion de l'ordre ne serait pas organisée selon les traits spécifiques du capitalisme. Et donc, il y a pour penser cela des expériences récentes que je mobilise effectivement dans le livre pour savoir comment éventuellement s'en passer. Ce sont les expériences en Afrique du Sud et en Irlande du Nord du XXe siècle, où effectivement une grande partie de la population a décidé de contourner la police et d'organiser la gestion des conflits autrement. Parce qu'évidemment, il y a des conflits entre des individus et il faut avoir une instance qui puisse intervenir pour les gérer pour le mieux de tout le monde, pour à la fois rendre justice aux victimes, mais aussi pour assurer que cela ne se reproduise pas. De façon préventive, oui. Voilà. Et donc, il faut une instance, mais cette instance, pour ne pas reproduire les travers de la police, il faut qu'elle soit organisée différemment. Auto-organisée par la population ? En tout cas, on a des traits qui se rapprochent très très clairement dans les 2 expériences que je mobilise dans le livre. Typiquement, ce qui apparaît central, c'est des liens très étroits avec la commune locale dans laquelle vivent les personnes. Donc, on est très loin là de l'idée d'une police de proximité qui s'approprierait, comme elle le fait aujourd'hui, les connaissances du terrain à des fins répressives. Non, c'est une mobilisation des connaissances du terrain pour justement être plus sensible aux besoins et aux difficultés de la population. Donc il faut toujours être attentif en réalité aux problèmes qui se posent dans la population, puisque la plupart des déviances évidemment sont d'origine socio-économique. Donc au fond, c'est de l'intérieur finalement. Ce serait une police qui serait recrutée à l'intérieur de la communauté. Elle vient de la communauté en tant que telle, et là ça me permet d'enchaîner avec un deuxième trait qui me semble central, qui est celui de la rotation. Donc on n'est pas policier à vie. Ce n'est pas un métier, c'est simplement une fonction que le citoyen remplit pendant une durée déterminée et ensuite il retourne
dans la société civile. Donc ce principe de rotation, évidemment, est en quelque sorte une barrière, un obstacle contre l'impunité qui peut s'installer assez facilement quand on évolue dans la même institution. Donc, deuxième idée, c'est celle de la rotation. Qui serait une manière de préserver, au fond, un esprit démocratique permanent, puisque ce seraient des membres de la population elle-même qui, à tour de rôle, bien sûr encadrés, formés pour l'occasion, avec des structures permanentes qui permettent une perpétuation, disons, du savoir-faire, d'un savoir-faire policier, ce seraient des membres de la communauté elle-même qui s'auto-géreraient, qui auto-géraient la police. Exactement, et qui peuvent du coup aussi évidemment faire l'objet de critiques de la part de la population, puisque cette organisation démocratique de la gestion de l'ordre est évidemment aussi sensible aux critiques que la population peut formuler vis-à-vis de ceux qui exercent la fonction de gestionnaire de l'ordre. Mais c'est sûr qu'ils auront des quotas à rendre, ils seront plus obligés de les rendre à partir du moment où ils ne sont policiers qu'un temps et où ils reviennent dans le corps commun de la population après cet exercice. Exactement, et là on est dans quelque chose qui est très très différent des milices privées évidemment, parce que c'est une émanation de la population, c'est fait pour la population. Mais ensuite, il faut bien garder à l'esprit aussi que ce n'est pas parce qu'on contourne localement l'État que l'État disparaît et que les relations socio-économiques capitalistes disparaissent. Et donc, forcément, étant donné qu'une grande partie des déviances sont d'origine socio-économique, résoudre le problème en quelque sorte des violences policières, des déviances policières, ça implique aussi un effort de transformation sociale. Mais ce sur quoi j'insiste, c'est qu'il ne suffit pas de penser que, en sortant en quelque sorte de la société actuelle, que tout d'un coup, tous les conflits disparaîtraient. Et donc, il faut toujours une instance qui puisse gérer ces conflits dans l'intérêt de tout le monde, d'où la nécessité de repenser en quelque sorte la gestion de l'ordre de manière démocratique et différente. Merci beaucoup, Paul Rocher, d'être venu nous parler un petit peu de ce livre, dont je recommande vivement la lecture, ce petit livre qui est paru aux éditions de La Fabrique, Que fait la police et comment s'en passer, avec des éléments de substance pour réfléchir à cette idée qui est avancée, réformer la police de la cave au grenier, quelque chose d'extrêmement urgent aujourd'hui, on le voit bien. Qu'est-ce que ça voudrait dire exactement ? En quels termes ça pourrait se faire ? Vous citez, vous décrivez des expériences à cet égard, après avoir bien sûr tenu compte, montré précisément ce que c'est exactement que la police. Merci.